Hélène Lehongre, bonjour. Bonjour Bernadette. Vous êtes psychologue clinicienne et formatrice. La question de l'épuisement professionnel, notamment dans le milieu soignant, est aujourd'hui absolument prégnante. Donc épuisement professionnel, burn-out, mais finalement de quoi parle-t-on précisément? Alors le précisément est une bonne question puisqu'il n'existe pas de définition officielle de l'épuisement professionnel. On a plus de 120 définitions qui disent des choses connexes, mais qui peuvent être assez différentes dans la compréhension du processus. L'épuisement professionnel, c'est l'épuisement des ressources psychologiques et physiques d'un individu qui se retrouve confronté à essayer d'atteindre un but qui est souvent irréalisable, mais qui néanmoins s'acharne à vouloir atteindre ce but. Pour moi, vraiment, l'image qui illustre bien le processus de l'épuisement professionnel, c'est celui de la mouche qui se tape contre la vitre. Elle veut sortir, elle croit qu'elle peut sortir alors que c'est pas possible et de ce fait d'ailleurs elle ne cherche pas d'autre issue, mais donc et elle va y aller jusqu'à l'épuisement. Ce qui caractérise les personnes qui sont candidats à un épuisement professionnel, ce sont des personnes qui sont très engagées, qui ont vraiment envie de faire avancer les choses et qui sont confrontées à des contraintes qui les empêchent de faire ce qu'ils voudraient faire comme bon travail. Pour revenir à cette question de la définition, c'est vrai que très récemment, la très sérieuse Académie de médecine a affirmé que le burn-out n'existait pas, puisqu'effectivement, il n'y avait pas de diagnostic médical précis. Mais n'est-ce pas un peu paradoxal, finalement, pour les gens qui se sentent en épuisement professionnel? Alors, l'Académie de médecine a répondu en tant que médecine, c'est-à-dire il n'y a pas de diagnostic. C'est vrai qu'il n'y a pas de diagnostic, on parle de syndrome d'épuisement professionnel avec un tableau clinique qu'on reconnaît, donc la dévalorisation de soi, la déshumanisation de la relation qui peut s'accompagner de cynisme. Je traite les gens non plus comme des personnes humaines, mais comme des cas, comme des dossiers, comme des pathologies, et puis cet épuisement dont je vous parlais, et en plus à cela s'ajoute un phénomène de déni où je suis la première à dire non, jusqu'ici tout va bien, je me reposerai plus tard, non, tout va très bien, alors que je suis vraiment en train de brûler mes dernières ressources. Mais est-ce que finalement les professionnels de santé, ils sont, semble-t-il, beaucoup plus exposés? Oui. Est-ce qu'il y a un profil particulier qui fait qu'ils sont plus exposés? Qu'est-ce qui explique ceci? Alors, les professionnels de santé sont plus exposés, c'est connu, et d'ailleurs c'est au niveau des professionnels de santé qu'on a commencé à parler d'épuisement professionnel au démarrage. Ils sont plus exposés parce qu'ils sont en charge de personnes humaines. Donc il y a ce qu'on appelle des exigences émotionnelles très fortes, être en contact avec la souffrance des personnes, des patients, être en contact avec la souffrance des proches, être aussi parfois confronté à l'impuissance parce que tout le monde ne guérit pas et dans les maisons de retraite on a un fort taux d'épuisement professionnel. Donc il y a ces exigences émotionnelles qui sont liées évidemment aux enjeux. C'est plus difficile de prendre du recul quand on a face à soi un petit enfant malade que quand on gère une industrie, enfin une chaîne de montage dans une industrie, et qu'on peut peut-être plus facilement prendre un congé ou accepter un arrêt maladie quand on est malade. On va plus difficilement le faire dans la santé. Mais il y a les contraintes aussi, les contraintes aujourd'hui managériales, oui, organisationnelles, la déliquescence des conditions de travail qui font qu'évidemment ce sont des facteurs favorisants. Comment va faire le soignant ou la personne exposée pour se protéger face à cet univers très contraignant pour lui? Oui, alors les modes de management ont évolué depuis ces 20-30 dernières années. La culture d'entreprise de l'hôpital évolué. L'hôpital entreprise. C'est ça, l'hôpital gestionnaire, avec des comptes à rendre, des comptes financiers à rendre beaucoup plus forts. Et le soignant se trouve confronté à ses valeurs à lui de soins, de relations, de prendre le temps d'eux, et les contraintes de l'hôpital qui sont de respecter les normes qualité, remplir les fiches de traçabilité, respecter les heures et si possible optimiser le temps. Des choses déshumanisées finalement. Voilà, et on se retrouve avec ce télescopage entre les contraintes de l'organisation et les valeurs du soignant. Et ce qui va vraiment être pathologique, pathogène pour le soignant, c'est qu'il se retrouve seul à arbitrer, c'est-à-dire face à son patient qui lui demande de rester un peu parce qu'il est angoissé et que lui, il sait qu'il a encore X toilettes à faire et qu'il va être en retard par rapport à l'heure du déjeuner. C'est lui qui décide de se mettre en retard.
ce qui a des implications, ou de ne pas se mettre en retard et de laisser la personne. Donc c'est cet arbitrage-là qui est extrêmement douloureux pour le soignant. Et ce qui va préserver la santé au travail, c'est que le soignant puisse partager avec ses collègues et qu'il ne soit pas renvoyé à lui-même par rapport à ces arbitrages, mais qu'il puisse définir une règle commune de qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là. Il y a ses collègues, mais il y a aussi ces cadres de service qui sont là pour encourager, repérer, valoriser la parole. Finalement, la parole aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Oui, oui, oui. Et l'organisation est nécessaire pour permettre la parole, puisque aujourd'hui, on le voit dans les services, les cadres, les premiers cours sont submergés de travail. J'entends tous les cadres infirmiers dire qu'ils ont le temps que de faire la paperasse et la journée commence à 18h quand ils ont fini les papiers. Donc, quand est-ce qu'on a le temps de se parler ? Et comme vous dites, oui, la parole, quand est-ce qu'on a le temps de se parler du travail, et toi, comment tu fais quand tu as cette situation-là? Et je me suis retrouvée en difficulté dans cette situation-là. J'ai pas su gérer, ou j'ai géré, mais je suis pas sûre d'avoir bien géré. Et ce qu'on voit en termes de prévention dans les organisations, et il y a des établissements où il y a une bonne qualité de vie au travail, c'est important de le souligner. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des espaces où se parler du travail. Donc je pense aux groupes de parole, groupes d'analyse de pratique, les réunions d'équipe aussi, entre pairs et avec l'encadrement de proximité. Alors c'est vrai qu'en conclusion, on peut peut-être dire qu'effectivement, il y a la question comment tu fais, mais aussi comment tu vas. Oui. Donc cette question, elle est déterminante. Prendre soin des autres, on le sait, doit nécessiter la prise en compte de soi-même. C'est un élément qu'on ne doit pas oublier. Hélène Lengre, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Bernadette.